Alors, bonsoir madame, bonsoir monsieur, mon nom est Alain Rioux. Je pense que vous me connaissez déjà assez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur le projet de loi numéro 15 et la primauté parentale et vous informer aussi sur le fait que j'ai eu une discussion avec des experts internationaux concernant la légitimité du projet de loi des caquistes. Alors, je commence avec la primauté parentale sans tarder. Alors maintenant, sur le plan législatif, les cartes sont jouées et mes dernières publications parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si vous écoutez les députés, ou plutôt ce que ne disent pas, ce que ne font pas les députés pour défendre la primauté parentale dans les extraits qui vous montrent clairement comment ça s'est déroulé en commission parlementaire, vous aurez compris que le 22 février, à 19h10 précisément, l'article 2.2 qui définissait la primauté parentale a été aboli en moins de 2 minutes sans aucune intervention. C'est-à-dire qu'aucun commentaire n'a été émis, pas un seul mot est sorti de la bouche d'aucun député des oppositions. Donc tout est clairement expliqué dans la capsule intitulée « La mort du premier responsable de l'enfant » dans la LPJ, c'est-à-dire la loi sur la protection de la jeunesse. Dans la capsule intitulée « La chute de la primauté parentale », vous voyez cette fois-ci que c'est en 10 minutes seulement, le 15 mars à 16h30, que la nouvelle disposition sur les droits des parents a été adoptée sans la moindre opposition. C'est-à-dire que le nouvel article 11.4, qui effleure le droit des parents, si je peux dire, et comme la juriste l'a dit en fait, fera en sorte que les droits des titulaires de l'autorité parentale dans le Code civil seront inopérants à partir du moment où la DPJ ou une intervenante de la DPJ invoquera devant le tribunal une disposition contraire avec le projet de loi numéro 15. Je tiens également à vous faire remarquer que la députée d'Iberville, Mme Claire Sanson, qui est officiellement membre de la commission qui étudie le projet de loi numéro 15, et membre également du Parti conservateur, qui est le seul parti politique à date qui prétend défendre la primauté parentale dans sa plateforme. Le Parti conservateur a brillé par son absence le 22 février à 19h10 et de la même manière le 15 mars à 16h30 en ce qui concerne les articles de loi qui venaient toucher à la primauté parentale. Pour le reste du projet de loi 15, il y a un immense nouveau chapitre pour faire du charme aux Autochtones. C'est un chapitre qui est complètement inutile parce que les Premières Nations en ont soupé de la DPJ et ils ont parfaitement raison avec tout le mal qu'on a fait à leurs enfants. Mais dans un esprit complètement contradictoire et guerrier, depuis 3 ans, les caquistes bloquent temporairement, en saisissant les tribunaux, ils bloquent le projet de loi C-92 qui donne le droit aux Autochtones de s'occuper de leurs enfants. Donc, ça va traîner encore peut-être 1 an ou 2 parce que les caquistes qui ont été déboutés en appel vont aller jusqu'en Cour suprême. Finalement, en 2 mots, on peut dire que la DPJ reste la DPJ, mais avec beaucoup plus de pouvoir de faire encore plus de mal à qui elle voudra, même si la DPJ avait tout le pouvoir nécessaire de faire comme elle voulait dans n'importe quelle famille. Et de cette tendance abusive qui s'exerce également dans d'autres pays, et aussi de la question du placement inutile des enfants qui devient une espèce de mode dans les pays occidentaux. Les 125 députés de l'Assemblée nationale et ceux de la commission parlementaire nous ont vulgairement ignorés, ils ont refusé de nous recevoir, ils n'ont même pas eu la courtoisie de nous répondre à nos questions, le tout sans même considérer notre mémoire de famille biologique.
Mais je tiens à vous dire que si notre mémoire a été mis à la poubelle de l'Assemblée nationale du Québec, il est maintenant sur le coin d'une table à Genève. Et il résulte également que notre mémoire est un ouvrage appréciable, surtout dans le sens où nous avons proposé d'excellentes solutions dans le but de rétablir et de maintenir un équilibre qui est nécessaire dans les relations entre l'État et les citoyens, notamment les familles les plus vulnérables, et il est évident que ce rééquilibrage que nous proposons dans notre mémoire est manifestement dans l'intérêt supérieur de l'enfant. D'ailleurs, la mise en place d'un équilibre de force entre l'État et les citoyens, c'est le bien fondé de toutes les conventions internationales et c'est très pareillement la même chose pour la Convention du droit de l'enfant. J'ai donc pu avoir un échange très constructif avec les professeurs Idrissi et Jaffé, qui sont deux membres du Comité des droits de l'enfant et vice-présidents du comité. Et je peux dire que je suis fier que ces personnes aient pris le temps de m'écouter et qu'ils aient apprécié mes recherches et les propositions du mémoire que j'ai rédigé et légalement déposé pour défendre vos familles et vos enfants. Donc, avec Mme Idrissi, M. Jaffé, nous avons pu aborder des questions qu'ils estiment complexes et qui mettent en jeu des tensions entre les principes importants dans le champ des droits de l'enfant et des acteurs de tous les niveaux qui sont préoccupés par le bien-être et la protection de l'enfant, et ce, incluant les parents qui devraient avoir leur mot à dire. Donc, en tant que membre du comité, ils m'ont remercié d'avoir porté à leur attention les inquiétudes qui sont à la base du contenu de notre mémoire de 200 pages, que j'ai pu partager avec eux et qu'ils ont pris le temps de lire, contrairement aux députés de l'Assemblée nationale du Québec qui ne l'ont pas fait. En tant que membre du Comité des droits de l'enfant, ils m'ont souligné qu'ils ne souhaitent pas prendre position dans le présent débat législatif qui se déroule actuellement à l'Assemblée nationale. Et à cet égard, j'ajouterais que ce n'est pas non plus la mission du Comité des droits de l'enfant de s'ingérer dans un processus législatif qui n'est pas encore terminé. Pour conclure, cependant, je tiens à préciser que ma rencontre avec les membres du Comité international des droits de l'enfant était informelle, mais il pourrait en devenir autrement. Toute disposition à caractère discriminatoire de cette nouvelle loi pourrait faire l'objet d'une requête aux Nations unies, le cas échéant. Peut-être que les députés de l'Assemblée nationale du Québec se sont moqués de nous, de notre mémoire, et que le journalisme québécois a dénigré notre démarche pour la qualifier de la plus délirante des manières de s'opposer. Mais ce point de vue n'est manifestement pas partagé tout azimut, bien au contraire. Je peux vous dire que notre mémoire a été appréciée par le Comité des droits de l'enfant des Nations unies qui respecte notre démarche pour défendre nos droits fondamentaux. Notre démarche est historique et jamais personne n'avait tenté d'être entendu de la sorte à l'Assemblée nationale comme nous l'avons fait. Je pense qu'on peut être fier de ce que nous avons fait respectueusement et bien fait. J'ai durement condamné la conduite de nos élus et si j'étais député, j'aurais honte de cette moquerie envers les pères, les mères, les enfants et leurs grands-parents. Sur le plan juridique, au-delà de mon échange avec les membres du comité du Haut-Commissariat des Nations unies, je tiens à mettre en perspective quelques notions de droit dans ce dossier d'intérêt public. La Convention internationale sur les droits de l'enfant est un tout indivisible. Et les États qui sont signataires de cette convention doivent considérer le principe de l'intérêt de l'enfant d'une manière conjointe avec les autres principes
de la Convention. Cette norme juridique qui s'affirme de plus en plus en jurisprudence internationale confirme ce que je vous ai déjà expliqué dans la capsule du 4 mars dernier sur les principes généraux de la protection de la jeunesse et sur ce que les parents doivent savoir. Il est important de réaliser que ce que pensent les enfants et également ce que pensent les parents, ça fait partie du tout indivisible de la Convention internationale. De son côté, Québec devra réaliser qu'il doit respecter la Convention dans son ensemble lui aussi. Québec doit considérer la Convention comme un tout et pas seulement y prendre ce qui fait son affaire, ce qui fait l'affaire du gouvernement pour qu'il puisse facilement écraser n'importe quelle famille biologique parce que ces 25 directeurs de la protection de la jeunesse veulent tout le temps plus de pouvoir discrétionnaire sur le terrain. Au sens de l'article 5 de la Convention internationale, le gouvernement doit respecter les droits des parents. Au sens de l'article 3, pour assurer correctement la protection des enfants et leur fournir les soins nécessaires à leur sécurité et à leur bon développement, le gouvernement doit d'abord respecter leurs parents. Là-dessus, je vous fais remarquer qu'en partant, la DPJ ne donne pas de service. Et ces paroles ont même été dites par Mme Régine Laurent et Lionel Carman. L'article 18, la responsabilité d'élever un enfant incombe au premier chef à ses parents. Au sens de l'article 4, en tant qu'État signataire, avec son projet de loi 15, le Québec de François Legault doit créer des droits qui sont concordants et qui marchent correctement avec l'esprit de la Convention. Si la primauté parentale est elle aussi une condition primordiale dans la Convention, et c'est le cas, alors son abolition dans le but de laisser le champ libre aux travailleurs sociaux de décider aisément de placer des enfants à l'adoption et dans des familles d'accueil sans considérer la Convention comme un tout, c'est une violation des droits et de l'intérêt de l'enfant. La jurisprudence qui découle de la Convention s'affirme pour que non seulement l'opinion de l'enfant, mais l'opinion de ses parents soit des considérations à considérer avec l'intérêt de l'enfant, et ce sont tous des considérations à considérer. Et ça, c'est une logique élémentaire, je pense, pour tout le monde. La première considération la plus importante et la plus primordiale, ce n'est pas essentiellement l'intérêt de l'enfant comme vu par le Québec Inc. de François Legault. C'est la primauté de considérer toutes les considérations de la Convention avec l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant, et non pas pour l'intérêt du gouvernement ou autrement dit pour l'intérêt de sa sous-ministre ou de ses 25 directeurs. Et c'est ça qui marche avec l'esprit d'un principe de justice fondamentale pour tout le monde. Mais au Québec, c'est pas comme ça que ça marche. Ce sont les employés de la DPJ qui décident, main dans la main, dans un tribunal où les juges sont des anciens employés de la DPJ, et cette petite clique de fonctionnaires-là décide à leur bon vouloir sans considérer l'opinion des parents ni même celle des enfants. Au Québec, ça ne suffit pas d'avoir le plus grand pouvoir du monde sur l'enfant. Le gouvernement se choisit des juges parmi le personnel de la DPJ et nos ministres ont encore le droit de faire ce genre de nomination à leur bon vouloir. Et le premier ministre nomme sa commission Laurent, qui, elle, a aussi été formée avec des fonctionnaires de la DPJ. On donne 25 millions de dollars supplémentaires pour se nommer de nouveaux juges à la Chambre de la jeunesse et pour payer leurs dépenses. Alors, sur le terrain, la nouvelle loi des caquistes qui vient de donner un gun à la DPJ pour qu'ils puissent aller plus vite avec l'obligation de faire un
plan d'adoption ou de placement jusqu'à majorité immédiatement, qu'un signalement sera retenu, des moyens d'enquêter dès la naissance des enfants et l'abolition de la primauté parentale pour donner le coup de grâce avec la... Mais de l'autre côté de la médaille, la vérité, c'est que la commission parlementaire ne veut pas respecter le droit de parole des parents biologiques qui se sont levés pour défendre leur famille. Même si c'est ça qui est l'esprit de la Convention internationale et qui est la volonté des droits de l'enfant. La vérité qui saute aux yeux, c'est qu'ils ne veulent pas entendre la vérité et que par conséquent, une grande partie de la problématique de la DPJ reste inconnue de la population et de l'Assemblée nationale. Et au Québec, le problème de la DPJ ne sera jamais réglé. Au contraire, la folie de la DPJ risque de redoubler en intensité. Les parents du Québec vont-ils voter pour un parti politique qui n'a plus besoin de la famille biologique et qui passe une loi pour placer les enfants dans les familles riches? Pour ma part, je trouve ça pas mal plus délirant que le contenu de notre mémoire. Malheureusement, je n'ai pas obtenu les 100 000 appuis que j'aurais escomptés. Donc, il est maintenant évident pour moi que la population ne veut pas s'en mêler. Donc, je vois que le monde semble omnibulé par le discours politique manipulateur qui met en vedette le drame de Granby pour se débarrasser de la primauté parentale en 2022. Et celui ou celle qui expose une vérité en 2022 ou qui s'oppose à ce qui est liberticide est vite classé au rang des charlatans et des complotistes. Maintenant, la démarche que je vous ai proposée est arrivée à sa fin. Donc, si vous aviez été 1 million à supporter cette démarche législative et le mémoire qu'on a déposé, les choses auraient été 1 million de fois plus difficiles à mettre à la poubelle. Mais ce que je sais, c'est que sans la primauté parentale dans la loi d'exception, la porte sera grande ouverte pour tyranniser les familles biologiques quand on voudra le faire. Ça se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais la possibilité sera là. Donc, les choses étant ce qu'elles sont, il me reste maintenant 2 choses à faire pour terminer mon engagement dans le respect des règles et des lois. Donc, premièrement, dans les prochains jours, je vais adresser une plainte formelle contre les députés de la commission parlementaire parce que, selon mon opinion, ils ont rompu leur serment à l'Assemblée nationale et je crois que leur conduite déraisonnable dénote la mauvaise foi. Ils ont eu tort de bafouer leurs engagements envers la population et je vais demander une enquête et émettre un communiqué de presse lorsque ce sera fait. Deuxièmement, je peux, et il est très important de souligner pour que vous compreniez très bien que je peux adresser une plainte formelle aux Nations Unies. Mais pour bien préparer un aussi gros dossier, pour avoir des chances de succès, j'aurai besoin de la collaboration des victimes de la DPJ. Et je le répète encore, j'aurai besoin de la collaboration des victimes de ce système québécois de la protection de la jeunesse. Autrement dit, pour démontrer la discrimination et la lésion de droits des familles biologiques, des familles autochtones et des familles ethnoculturelles immigrantes, et de démontrer qu'il existe des préjudices irréparables qui ont été causés par un exercice arbitraire du pouvoir discrétionnaire illimité de la DPJ. Donc, après avoir réformé le droit de la DPJ, le gouvernement va réformer le droit familial au Québec. Le dossier est actuellement entre les mains du professeur Alain Roy, qui a dit dans un commentaire un beau dimanche soir que les parents du Québec n'ont aucun droit, mais juste des obligations. Donc, c'est le même beau discours que la commission Laurent et le ministre Carman et François Legault tiennent.
Donc, tout va ensemble. Le gouvernement veut surveiller vos familles dès la grossesse de la mère et enquêter sur vos enfants dès leur première vaccination à l'âge de 18 mois environ. Et avec la prochaine réforme d'Alain Roy et de Jolin Barrette, vous ne pourrez plus échapper à la loi provinciale en vous accotant, comme on disait dans les années 70 où le monde a commencé à s'accoter pour éviter de se marier, pour ne plus être soumis à la loi fédérale sur le mariage, sur le divorce plutôt, et aux décisions arbitraires de la Cour supérieure qui peuvent vous mettre à la rue. Alors pour le reste du 21e siècle, voici ce qui va vous pendre au bout du nez. Plus personne ne va échapper à la prochaine loi provinciale sur la famille, sur le droit de la famille. Et aussitôt qu'un bébé va venir au monde, vous ne pourrez même pas vendre votre maison si ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Un conjoint devra payer une prime compensatoire à 1 ou 2 ou 3 ou 4 ex-conjoints, mais après chaque séparation. La loi du Québec va s'appliquer à tout le monde sans exception, même l'étourdi géniteur qui aura partagé son lit un beau samedi soir avec une fille qui aura tombé enceinte parce que son condom aura pété. Le président Abraham Lincoln avait dit un jour « Il n'y a rien de plus dangereux pour la société qu'un avocat affamé ». Quand la DPJ et les pensions alimentaires ont starté au Québec, dans les années 70, il y avait 3000 avocats qui pratiquaient le droit. Aujourd'hui, il y en a 30 000. La population du Québec est passée de 5 à 8 millions, mais les problèmes juridiques ne sont probablement pas multipliés par 10. Dans les faits, on a maintenant 30 000 avocats affamés. Et la moitié de ceux-là vivent du droit familial et du droit de la jeunesse. Autrement dit, les enfants que vous mettez au monde sont très payants pour le barreau et le Conseil de la magistrature du Québec. Dans 20 ans, d'ici, parce qu'il faut penser au futur, et c'était ça le but de la démarche d'agir avant que la loi passe pour penser à ce qui pourra se produire d'ici la fin du 21e siècle. Donc, dans 20 ans, quand vos enfants vont aller voir un avocat, que ce soit pour se battre pour un droit de garde sur leurs enfants ou pour se défendre contre la DPJ ou pour se séparer ou juste pour pouvoir parler à leur garçon ou leur fille une fois par année à Noël, ils vont remettre un chèque en blanc à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et là, ils vont s'embarquer dans une aventure qui va leur coûter la peau des fesses. Finalement, ils vont travailler pour faire vivre des avocats et des juges à 300 000 $ par année. Et leurs impôts serviront aussi à payer leur pension à vie. Par exemple, au Japon, c'est le premier qui se sauve avec l'enfant qui gagne le jackpot. La justice nippone fonctionne encore sur les principes d'organisation féodaux de l'ère de 1800 quelques, qui ne reconnaît ni le droit de visite, ni de partage de l'autorité parentale et ne considère pas non plus l'enlèvement de l'enfant par un des deux parents comme un crime. Donc, ici aussi, le kidnapping des enfants est toléré par le tribunal, mais d'une façon un peu plus détournée qu'au Japon. C'est une vraie honte, mais c'est la vérité. Ça fait 50 ans que la justice détruit des familles et ça risque d'empirer parce que l'Assemblée nationale vous passe des lois en dessous du nez et les seules et uniques recommandations viennent de la DPJ et des avocats du barreau du Québec. Et ni vous ni personne, et encore moins les grands journaux, ne disent rien. Donc, comme c'est l'heure pour moi de conclure, je vais annoncer la fin des émissions de la série documentaire Les enfants du gouvernement.
Nos mémoires sont également légalement déposés à la Bibliothèque nationale du Québec et ils sont disponibles aujourd'hui même et pour les prochaines générations dans le catalogue numérique du BANQ sous le nom d'auteur Alain Rioux. Alors, Madame, Monsieur, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments, de mes meilleurs sentiments, et j'aimerais un merci tout spécial aux milliers de parents et de grands-parents biologiques du Québec qui ont appuyé cette démarche que je dis historique parce qu'on n'a jamais fait ça au Québec jusqu'à maintenant. Se défendre, défendre le droit de l'enfant de vivre avec ses parents et vice-versa. Alors, Madame, Monsieur, bonne chance à tous.